Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari et bonne rupture de jeûne après cette 10e journée du mois béni de Ramadan. Débutons par cette brève avec ce communiqué du ministère de la Défense nationale qui annonce que hier mardi aux environs de 8 heures, une colonne des forces armées nigériennes a été prise à partie dans le nord du département de Mangaise dans la région de Tillabéri par des terroristes lourdement armés avec des engins explosifs improvisés. Le bilan de cette attaque est de 17 soldats nigériens tués, 6 blessés, 11 sont portés disparus. Le ministère de la Défense nationale annonce que les poursuites ont été aussitôt engagées pour retrouver ces assaillants qui ont pu s'exfiltrer vers la frontière malienne. Les poursuites et les opérations de ratissage sont donc menées avec l'appui des partenaires du Niger, dont la France, précise le communiqué. Et puis vous le savez, c'est le 10e jour du mois béni de Ramadan qui vient donc de s'achever. La communauté musulmane de notre pays qui observe ce mois béni de Ramadan va entamer donc à partir de demain la 10e journée, la 11e journée plutôt, qui est donc la première journée de la deuxième décade du mois béni de Ramadan. Son importance, l'importance donc de cette deuxième décade avec les explications du frère Ismaël Mohamed. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le climat de tout miséricordieux, qui en ce moment de Ramadan, en cette deuxième décade, comme vous le précisez bien, nous sommes donc à même de dire. Nous pouvons peut-être évoquer la première décade, faire un petit bilan, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette première décade où Allah subhanahu wa ta'ala a propagé toute sa rahma. Donc un petit bilan aurait dû être fait par chacun, afin de savoir en matière, entre autres, par exemple, de Trawih, combien de Trawih j'ai raté, ou combien j'en ai fait, alhamdoulilah, si j'ai tout fait, et combien de parties du Coran ai-je lu, n'est-ce pas, combien de visites ai-je effectuées, et combien d'aumônes ai-je fait. Donc, un petit bilan de ce qu'on a programmé de faire dans ce mois. Nous pensons que les choses se sont passées dans les meilleures conditions et que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes parmi ceux qui bénéficient de cette rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a partagée dans cette première décade. En ce qui concerne la deuxième décade, Allah subhanahu wa ta'ala la consacrera pour l'absolution des péchés. Donc Allah va pardonner à beaucoup de gens. Nous souhaitons que nous soyons parmi ceux-là. Donc c'est une décade où il faut forcément profiter pour d'abord soi-même demander verticalement le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, répéter les zikr, astaghfirullah, mais également de faire en sorte qu'on soit beaucoup plus en harmonie totale et parfaite avec qui on vit. On peut se demander pardon et là, alhamdulillah, on a le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a le pardon de ces créatures, on est sûr, inch'Allah, de passer donc une bonne décade où Allah à la fin pardonnera à beaucoup d'entre nous. Voilà, c'était donc le frère Ismaël Mohamed expliquant l'importance de la deuxième décade du mois de béni de Ramadan que les musulmans de notre pays s'apprêtent à entamer à partir de demain. Parmi le groupe de personnes qui est abstenu donc de prendre le jeûne du mois béni de Ramadan, il y a les malades, mais ce n'est pas pour toute maladie que l'on ne peut pas jeûner. Le docteur Ila Alassane explique ici par exemple que les hypertendus peuvent bel et bien observer le jeûne du mois béni de Ramadan, mais en respectant certains conseils, mais aussi en évitant quelques maladies. Je vous propose de le suivre. Par rapport à l'hypertension artérielle, si vous n'êtes pas en période de crise, il n'y a aucun problème, vous pouvez effectivement faire le carême, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est essayer de prendre ces produits comme ça se doit. Donc chez les médecins, vous partez, on va vous expliquer comment vous allez effectivement adapter votre traitement pendant cette période de carême. Si vous n'êtes vraiment pas en crise, il n'y a aucun problème, vous pouvez effectivement jeûner, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Prendre moins sucré, en tout cas pas trop sucré quand même, donc éviter en tout cas les arômes. C'est extrêmement dangereux pour la santé. Éviter comment s'appelle l'alitement, en tout cas faire surtout pour ceux qui sont déjà déclarés effectivement hypertendus. Donc faire des exercices de temps en temps et faire leur traitement comme le docteur effectivement leur a prescrit et leur a conseillé. C'est extrêmement important.
Donc, c'est ça, en tout cas, les quelques conseils que je peux. Mais aussi prendre, si vous voulez, la viande, en tout cas, moins graisseuse. Éviter carrément la graisse animale. En tout cas, s'il y a lieu, privilégier vraiment la graisse ou si vous voulez, d'origine végétale. C'est extrêmement important quand vous allez préparer. Elle se manifeste en tout cas par plusieurs symptômes. Même si on peut des fois effectivement avoir la maladie et ne pas manifester, ne pas avoir des symptômes. Donc ces symptômes-là sont entre autres, si vous voulez, les maux de tête. Donc vous avez, si vous voulez, les bourdonnements d'oreilles. Donc le plus souvent, les gens qui ont l'hypertension vont venir avec du bourdonnement d'oreilles. Il y a ce qu'on appelle aussi les vertiges. Vous allez voir des gens, ils vont vous dire que leur tête tourne. Justement, c'est des vertiges. Il y a ce qu'on appelle les fourmillements ou si vous voulez, les engourdissements au niveau des extrémités, notamment les mains et les pieds. Vous pouvez aussi avoir d'autres symptômes tels que nausées, ça veut dire l'envie de vomir ou même les vomissements en tant que tels. Et effectivement, bien d'autres choses au niveau des organes. Donc, si vous avez effectivement ces manifestations-là, il faut vite aller effectivement vers un centre de santé pour que vous puissiez être consulté. Et il faut peut-être rappeler aussi que pour, si vous voulez, les chiffres normaux de la tension artérielle, c'est effectivement 12,8. Donc, mais il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Donc, déjà, si vous excédez à 14,9, 14 comme systolique et 9 comme la pression artérielle diastolique, donc on peut déjà dire que vous avez une hypertension artérielle. Donc, c'est l'augmentation effectivement de ces chiffres-là qui permet justement de dire que vous avez l'hypertension artérielle ou vous ne l'avez pas. Voilà, c'était donc le médecin Ila Alassane sur les précautions que doivent prendre par exemple les hypertendus qui décident et qui peuvent d'ailleurs le faire d'observer le jeûne du mois béni de Ramadan. Point de presse ce matin du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEB, un point de presse dans lequel le bureau exécutif du syndicat est revenu sur les revendications du syndicat que le gouvernement n'arrive jusqu'ici pas à satisfaire. Le résumé de ce point de presse avec nos reporters Aboubakar Souley et Hamza Sakou. En ce mois béni de Ramadan où la vie coûte cher, les enseignants de base se retrouvent sans moyens permettant de bien passer le mois, faute de paiement de pécule entre autres. Une citation qui a conduit le SINASEB à rompre pour le silence. Depuis 2016, le gouvernement du Niger, à travers le comité interministériel, avait pris l'engagement de faire du paiement régulier des pécules une préoccupation. Et c'est dans ce sens que le gouvernement avait obligé l'ensemble des enseignants contractuels du Niger à être payés au niveau d'une institution de la place qu'on appelle Niger Post. Aujourd'hui, s'il vous plaît, nous sommes le 15 mai. Nous sommes le 15 mai, 10e jour du mois béni de Ramadan. Au moment où certains agents de l'État avaient même oublié qu'ils devraient prendre les salaires du mois d'avril, au moment où d'autres avaient les regards fixés sur les salaires du mois de mai, les enseignants contractuels sont encore là, dans l'incertitude de pouvoir toucher les pécules pour faire face aux dépenses de souveraineté. Pour le SINASEB qui a observé presque une année sans perturbation, en pensant que l'école nigérienne trouve ses lettres de noblesse, déplore l'incapacité notoire des autorités en charge de l'éducation. Nous voudrions ici prendre l'opinion nationale et internationale à témoin du fait que le chef suprême de l'administration, le président Issifou, avait pris l'engagement depuis 2011 de faire de ce recrutement son cheval de bataille. Il avait promis un recrutement régulier à la fonction publique pour le compte des enseignants contractuels. On se rappelle encore de son discours d'investiture, discours au cours duquel il avait passé plus de 7 minutes en train de faire l'éloge de l'école publique nigérienne. Aujourd'hui, on se rend compte que de 2011 à aujourd'hui, il y a juste eu 2 recrutements finalisés. 2011, 2012. Nous avons 2013, 2014, où les camarades régulièrement sélectionnés ont eu droit à des numéros matricules, même s'il faut mettre ça entre parenthèses, puisque nous avons vu des matricules sans poste budgétaire, ce qui nous étonne. En matière de législation, on sait que ce n'est pas possible d'octroyer des matricules sans poste budgétaire. Et voilà pourquoi nous demandons à ce que ces postes-là puissent être créés le plus tôt que possible
et pouvoir donner aux enseignants leur salaire. Il faut qu'on comprenne ou qu'on se dise qu'un engagement sonore. Le SINASEP appelle les enseignants titulaires ou contractuels à sortir à partir de ce vendredi 17 mai 2019 pour des sittings dans tous les centres du Niger Post sur toute l'étendue du territoire nigérien. Dans le secteur de l'éducation, toujours, ouverture ce matin d'une conférence internationale sur le préscolaire ce matin au niveau de la salle Margou de l'hôtel Gawé de Niamey. La cérémonie a été placée plutôt sous le patronage de l'épouse du chef de l'État, Dr Issoufou Malika. Elle est organisée avec l'appui de l'UNICEF et de la Banque mondiale. Le résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Hariata Salah. Soutenir le dialogue politique national sur le développement de la petite enfance, tel est l'objet d'organiser cette conférence internationale sur le préscolaire organisée avec l'appui de l'UNICEF et de la Banque mondiale. Le préscolaire est un centre d'intérêt qui permettra de booster l'éducation, ce qui explique le soutien de ces organismes pour qui les fondements de l'apprentissage s'établissent dès les premières années de vie. Aujourd'hui, encore seul un enfant sur 10 a accès à l'éducation préscolaire au Niger. Ensemble, offrons aux 9 enfants restants un meilleur départ dans la vie. Car pour un enfant qui aborde la vie dans un environnement moins stimulant, chaque nouvelle étape de développement est plus difficile que la précédente. Les disparités entre les enfants qui bénéficient d'un solide départ dans la vie et les autres apparaissent très tôt, s'accroissent rapidement et deviennent plus difficiles à combler au fur et à mesure que le temps passe. L'éducation préscolaire, en tant que cadre d'épanouissement du jeune enfant, est le socle de la qualité des apprentissages à l'école primaire et au-delà, tout au long de la vie. Vous conviendrez avec moi que cela mérite bien notre attention et l'engagement de tous. Malgré les efforts fournis par le gouvernement dans l'éducation préscolaire, beaucoup reste à faire selon le ministre de l'Éducation, qui estime que cette conférence a des enjeux de taille dans la promotion de l'éducation préscolaire. Le présent forum vise donc à sonner la mobilisation générale en faveur du préscolaire. Ainsi, nous créerons ensemble les conditions d'une éducation préscolaire inclusive et de qualité, afin de garantir à toutes et à tous le maintien à l'école et la réussite totale dans le système éducatif nigérien. La première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, qui a prononcé le discours d'ouverture, a plaidé pour un investissement accru dans le préscolaire. Je fonde donc le ferme espoir que vos assises vont déboucher sur des actions pertinentes qui permettront de tirer l'éducation préscolaire vers le haut. Cet espoir est légitime avec la présence des participants venus d'horizons divers, autour desquels, je cite, les acteurs étatiques, les partenaires au développement, les représentants des organismes multilatéraux et bilatéraux, les acteurs non étatiques, les représentants des instituts de formation et de recherche et ceux du secteur privé. Je plaide donc pour un accompagnement plus accru de nos partenaires pour permettre au Niger de renforcer les bases du développement de son capital humain. À l'issue de 2 jours de travaux, une feuille de route contenant des prochaines étapes pour développer le préscolaire au Niger sera élaborée et portée par le gouvernement. Un atelier national de partage et de réflexion sur la mise en place d'une assurance indicielle pour le secteur de l'agriculture au Niger se tient depuis ce matin. Il est organisé par le ministère en charge de l'action humanitaire. Le résumé de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nafisa Zakou. C'est une initiative conjointe du gouvernement du Niger et du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Ce présent atelier de partage et de réflexion sur la mise en place d'assurances agricoles indicielles au Niger vise à protéger les producteurs et à trouver des solutions aux crises et catastrophes récurrentes vécues par le Niger. L'assurance agricole permet de protéger l'exploitation agricole des risques, des sinistres et des litiges, au même titre que l'assurance du commerce ou l'assurance artisan qui permet d'assurer les commerçants et les artisans dans le cadre de leur activité. Une fois le mécanisme mis en place au Niger, nos agriculteurs peuvent souscrire une assurance d'exploitation agricole qui permet d'assurer le domaine agricole, le matériel agricole, la perte d'exploitation, etc. Si la nature devient de plus en plus difficile, la technologie aussi donne des alternatives. Si le paysan utilise le portable parce qu'il lui rend service, il lui permet de communiquer avec son proche,
il est impensable que ce même paysan ne soit pas disposé à se doter d'une assurance pour son exploitation. Quant au représentant du PNUD, il a accentué son allocution sur un programme qui vise à réduire la pauvreté dans les zones rurales du Niger. Au Niger, le PNUD avait initié l'assurance agricole indiciaire à travers son programme African Adaptation Programme, communément appelé AAAP. L'objectif de ce programme était d'encourager les modes de développement compatibles au climat et d'utiliser l'assurance indicielle pour réduire la pauvreté dans les zones rurales du Niger. Pour le PNUD, l'assurance pour le développement ne se limite pas à la seule protection de la vie ou des moyens d'existence, de la santé ou du bien-être. Elle s'initie aussi la création de nouvelles opportunités aux agriculteurs d'investir autrement, en sachant qu'ils sont protégés. Procédant au discours d'ouverture des travaux de cet atelier, le ministre par intérim de l'action humanitaire a souligné les efforts consentis par le gouvernement dans le cadre de l'assurance agricole. Au plan stratégique, on peut citer, sans être exhaustif, la stratégie pour le développement durable et une croissance inclusive du Niger SDDCI 2035, le plan de développement économique et social PDES, la stratégie de l'initiative 3e Les Nigériens nourrissent les Nigériens et son plan d'action 2016-2020. Au plan institutionnel, plusieurs organes ont déjà été mis en place, parmi lesquels on peut retenir le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires et ses structures opérationnelles, le Conseil national de l'environnement pour un développement durable. Au plan réglementaire, il y a lieu de noter que des efforts du gouvernement ont abouti à la mise en place d'un environnement favorable à la mise en place d'assurance agricole et qui a d'ailleurs facilité la signature de l'accord cadre État donateur du 28 février 2005, portant financement annuel du plan de soutien aux personnes vulnérables. C'est par une photo de famille qu'a pris fin cet atelier qui durera 2 jours. La Commission de l'Union africaine a signé officiellement ce matin un accord de siège avec l'État du Niger pour abriter les assises de la 33e édition du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en juillet prochain ici au Niger. La signature a été faite entre le ministre directeur de l'agence Union africaine Niger 2019 et un représentant de la Commission de l'Union africaine. Le résumé avec nos reporters Chebou Guisso et Ismaël Moumouni. Faire de la rencontre une réussite en vue de marquer le Niger dans les annales de l'histoire, cela ne saurait être possible sans une bonne organisation. C'est pourquoi les autorités mettent le paquet pour la bonne tenue du sommet, dont cet accord de siège avec la Commission de l'Union africaine témoigne de la qualité des travaux effectués par l'agence UA Niger. L'accord de siège, faut-il le rappeler, a notamment pour but de maintenir l'indépendance de l'organisation, c'est-à-dire la Commission de l'Union africaine et de ses agents, ce qui conduit l'État hôte, le Niger, à l'occurrence, à concéder des privilèges et immunités pour les agents de l'Union africaine. Et parce que la conférence se tient hors du siège de notre organisation continentale, il s'agit ainsi d'offrir toutes les commodités nécessaires à sa bonne tenue, qu'il s'agisse des infrastructures, des équipements, de conditions de transport, d'hébergement, de séjour, de santé, de sécurité, de communication et bien d'autres privilèges. Nous venons donc de fixer d'un commun accord toutes les conditions devant garantir la bonne tenue matérielle et technique des assises de Niamey de la conférence de l'Union africaine prévue du 4 au 8 juillet 2019 qui inclura la 35e session ordinaire du Conseil exécutif, le 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale, le CAF, et de la première réunion semestrielle de coordination de l'Union africaine et de communauté économique régionale. Après avoir remercié le président de la République, Issoufou Mahamadou, pour son implication, le représentant de la Commission de l'Union africaine s'est étalé sur la particularité du sommet que Niamey va abriter en juillet prochain. C'est la première fois que l'Union africaine conclut des négociations et signe l'accord hôte avec le pays hôte 2 mois avant le sommet. Depuis la création de l'Union africaine en 2002, l'organisation a adopté une structure à Maputo en 2003, Mozambique.
En juillet 2019, à Niamey, l'Union africaine va adopter pour la deuxième fois une nouvelle structure continentale de l'esprit de la réforme de l'Union. La structure de Niamey sera deuxième de l'histoire de l'organisation. En Nouakchott, l'Union africaine a transformé l'agence de NEPAD en agence de développement de l'Union africaine. L'instrument juridique de l'agence sera adopté pour la première fois au Niger. Pour la première fois, le lancement officiel de la ZLECAf se tiendra au Niger par son Excellence le Président Issoufou en tant que champion de l'Union africaine pour la ZLECAf. C'est également la première fois qu'un traité adopté pour l'Union africaine entre une figure de l'année de son adoption grâce aux efforts remarquables déployés par son Excellence le Président Mohamed Issoufou, Président de la République du Niger. Le 8 juillet 2019 au Niger marqua pour la première fois le tenue de la réunion semi-annuelle entre l'OA et le CR afin de renforcer le programme d'intégration continentale conformément au traité d'Abuja. L'agence UA invite la population de Niamey à participer activement pour la bonne tenue de cet événement. Voilà la suite de ce journal avec cette séance de prière collective et de lecture du Saint-Coran organisée vendredi dernier au niveau du département de Djundju, dans le chef-lieu du département notamment, c'est dans la région de Dosso. C'est une initiative d'un jeune ressortissant de cette localité pour implorer Dieu pour qu'il descende sa miséricorde sur notre pays. Le résumé dans ce reportage de nos confrères de la télévision Bonferré. Le premier vendredi de ce mois béni de Ramadan est inoubliable pour les populations de Djundju. Elles l'ont passé accompagnées d'un digne fils du terroir, le jeune Ibrahim Gadou. Il a réuni dans une même mosquée l'ensemble des imams et chefs de la centaine de villages qui comptent le département de Djundju afin de demander la bénédiction d'Allah pour la localité à travers des prières collectives. Et une lecture du Saint-Coran. Comme ça a été recommandé par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire de bonnes œuvres à tout moment, et notamment et particulièrement dans le mois béni de Ramadan. On a fait la lecture du Coran pour souhaiter que la paix descende dans notre pays en général, et puis particulièrement dans notre région également. En plus des hassanats engrangés au cours de cette adoration d'Allah, chaque chef de village et l'imam est reparti avec des sacs de mil et ou de maïs. C'est au total 900 sacs de céréales que Ibrahim Gadou a généreusement distribués. Mais pas seulement. Chaque chef de ménage de village et hameau de Djundju a bénéficié d'une enveloppe symbolique, de quoi joindre les deux bouts en ce mois de forte consommation. kuma mun gode Allah ya saka mai da alheri wannan abin da yi ya birge ya nuna alheri zuwa ga mutanen gida kuma mun amsa da hannu biyu muna samu shi albarka mun gode Allah shi bashi ladan wannan abin ya yi taimako lokacin da taimako yake da amfani dukkan wani mai dukiya a wannan wata ana son ya ɗida daga cikin dukiyarsa ya sanya ta a cikin aikin alheri na cikin watan Ramadan. Alhaji Ibrahim wannan taimako da ya bada ubangiji Allah shi tabbatar da alheri wayanda an ka ba shi kuma Allah ya sa su ci amfanin shi kuma su ma Allah shi ba su abin da suka taimaka ma wani kamar yanda yayi. Des actes de bienfaisance, le jeune ingénieur en informatique en a également fait aux femmes des Aboré, commune située dans le département de Djundju. C'est cette localité qui a été choisie pour la célébration de la Journée nationale de la femme au titre de la région du Dosso le lundi 13 mai 2019. En digne fils du terroir, la contribution de Ibrahim Gadou dépasse tout commentaire. Mes sincères remerciements à toutes et à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'organisation de cette fête.
particulièrement à l'association des ressortissants des Zabori, de Gungu, et surtout à Ibrahim Gado qui a financé l'organisation de cette fête. Toutes ces donations sont venues s'ajouter aux multiples œuvres qu'il a déjà réalisées. Des œuvres comme 3 salles d'hospitalisation équipées, une canalisation d'eau, une école coranique ou encore une boulangerie. Toutes ont le seul but de permettre aux populations du département de Djundju de vivre paisiblement. Parlant de sport à présent et du football notamment, c'est l'actualité, vous le savez, le tournoi de football de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, donc la zone B, se tient actuellement en Côte d'Ivoire. Notre pays prend part à cette compétition, seulement avec des résultats très décevants. L'équipe nationale du Niger a été battue au cours des 3 matchs qu'elle a livrés face aux équipes de la sous-région. Cela a suscité ce commentaire de Ali Cissé Ibrahim que je propose de suivre. Nous avons l'habitude de le dire et nous ne cesserons jamais de le proclamer. Le Niger est un grand pays, mais un pays qui est actuellement mis à mal, particulièrement sur le plan moral. En effet, aucun Nigérien de quelque bord qu'il soit ne peut être content de la prestation de l'équipe féminine de football de notre pays au tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Une fois de plus, l'honneur de notre pays que nous aimons n'a jamais été aussi bafoué qu'à travers cette calamiteuse sortie des footballeuses nigériennes au pays d'Alassane Ouattara. Tenez-vous bien et ouvrez grandement vos oreilles. En l'espace de 3 matchs, notre équipe féminine de football a encaissé 32 buts sans pouvoir marquer un seul but contre leur adversaire. Ce qui a permis au Mali de remporter la victoire face aux Nigériennes par 12 buts à 0. Ensuite, l'équipe du Nigeria enfonça le clou de la défaite par 15 buts à 0 pour le Niger. Et quant à l'équipe du Burkina Faso, elle infligea un camouflet de 5 buts à 0 pour le Niger. Alors on se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que notre équipe féminine se retrouve totalement tournée en ridicule. Ici et là, des langues se délient au point de se demander est-ce vraiment des filles nigériennes qui ont été amenées à ce tournoi de l'UFOA. Face à ce désastre footballistique, il convient de situer objectivement les responsabilités. La première incompétence affichée est celle du ministre des Sports Kassoum Mokhtar, qui a laissé des filles inaptes au jeu représenter le drapeau du Niger. Ensuite, la deuxième grande impéritie incombe à la FENIFOOT, qui est actuellement dirigée par le colonel Djibril Hima et qui n'a pas fait son travail de sélectionner les meilleures filles pour les mettre dans l'équipe de football féminin de notre pays. Cet échec est grave et il concerne le gouvernement, le président de la République Issouf Mahamadou et l'ensemble du peuple nigérien. Par conséquent, le gouvernement doit prendre des sanctions et rompre avec la médiocrité qui a apporté la honte aux Nigériens. Et pour ce faire, le président de la République, Issouf Mahamadou, a le devoir de mettre en route des punitions qui toucheront toute la chaîne de l'administration en charge du sport, afin de remettre de l'ordre dans le secteur. Car au fond, les Nigériens en ont vraiment marre d'être les derniers dans tous les domaines. Et pour avoir justement plus d'explications sur cette débâcle de l'équipe féminine de football, Ali Cissé Ibrahim a interrogé un expert du ballon rond, en la personne de M. Dantani. Je propose de suivre ces explications dans le reportage signé Aboubakar Souley et Ali Cissé Ibrahim. Les Nigériens amateurs de football se sont retrouvés pantois face à la prestation de l'équipe féminine de football du Niger au tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines qui se passe présentement en Côte d'Ivoire. D'une façon humiliante, notre équipe féminine de football a été successivement écrasée par les équipes du Mali, du Nigeria et du Burkina Faso. À l'issue de ces 3 matchs, 32 buts ont été marqués contre le Niger. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? L'ancien entraîneur de l'équipe nationale féminine, Souley Dantani, répond en ces termes. Mais il n'y a pas de surprise, parce qu'ils ont de leur habitude. Rappelez-vous de ce qu'on a fait dans son temps. Lorsque moi j'étais à la tête de cette équipe, je les ai dit, c'est pas bon de prendre d'autres joueuses qui viennent de l'extérieur. C'est pas bon. Ils ont contesté et aujourd'hui ils ont voulu faire un résultat dans l'immédiat. Et aujourd'hui, les mêmes joueuses, la police a été sonnée et qu'ils n'ont pas fait le passeport aux filles qu'ils ont recrutées de l'extérieur.
Et c'est nos filles qui n'ont pas eu la préparation qu'ils ont ramassée et ils les ont envoyées à laboratoire. Parce que c'est à laboratoire qu'il faut dire. Les enfants ne sont pas capables de tenir. Aujourd'hui, ils ont ramassé ce que tout le monde connaissait et c'est à eux de tirer les conséquences. Avec ce malheureux résultat enregistré par l'équipe féminine de football de notre pays, il devient nécessaire de trouver des remèdes pour que cela ne se reproduise plus. L'instance suprême de football, ils savent que les préparations doivent se faire en amont. Nous avons des équipes qui sont dans des quartiers, qui sont même dans les régions. Et les équipes-là, il faut travailler avec, il faut leur mettre le minimum de moyens qu'il faut. Et pour travailler, si on fait cela, c'est sûr qu'on peut avoir une très bonne équipe pour nous. Mais si on continue toujours à vouloir prendre à l'extérieur pour vouloir mécaniser et prendre, coller une telle pour l'envoyer, vraiment on va toujours ramasser ce qu'on ne souhaite pas. Certes, l'échec fait partie de la vie, mais celui qui s'est abattu sur l'équipe féminine de football de notre pays est incompréhensible et en même temps inacceptable. Dès lors, un nécessaire nettoyage des instances dirigeantes du sport dans notre pays s'impose afin de renouer avec l'excellence. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi encore une fois. Bonne rupture de jeûne et bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Au revoir.